Et salut les moustachus, c'est Lirad et aujourd'hui on se retrouve pour le test du tout nouveau Galaxy S25 Ultra. Ça fait maintenant un mois que je l'utilise au quotidien et que je teste la partie logiciel, photo, vidéo et IA, et il est temps de te donner mon avis. Si tu es fan de technologie, tu sais que Samsung ne cesse de repousser les limites à chaque nouvelle génération. Et cette année met à nouveau l'accent sur l'IA. Alors voyons ça ensemble. Dans cette vidéo, on va passer en revue les nouvelles fonctionnalités IA, les nouveautés logicielles de One UI 7, ou encore les performances du réseau Wi-Fi 7 en les comparant au Wi-Fi 6E. Et tu auras mon avis sur tous ces points. Et en bonus, je te donnerai même ma technique de rat pour économiser jusqu'à 450 € sur le prix du téléphone au passage en caisse. Enfin, on abordera les fuites que l'on a déjà sur le futur Galaxy S26. Mais avant de débuter ce test, si tu veux tout savoir des différences avec le Galaxy S24 Ultra ou ses petits frères de la gamme S25, sache que je l'ai déjà abordé dans ma vidéo de présentation et d'unboxing dont le lien est en description. Commençons par l'interface utilisateur. Avant d'aborder les grosses nouveautés que sont No Bar et No Brief, ce qui frappe tout de suite avec One UI 7, la surcouche d'Android 15, c'est cet aspect de douceur. Cette sensation de passer d'un bonbon hyper acide, comme une tête brûlée, à un chamallow tout moelleux. L'interface devient vraiment plus douce et épurée, avec des bords arrondis mais également plus colorés, presque pastel. Le menu déroulant se met également sur son 31 avec une meilleure personnalisation, des fonctionnalités supplémentaires et surtout un accès simplifié à celle-ci. Un menu déroulant uni contenant les notifications et les paramètres rapides, ou bien deux menus déroulants séparés. Un défilement du bord droit amenant les paramètres et un défilement sur le reste de l'écran amenant aux notifications. De mon côté, je suis team menu unique, cela dit, j'aurais aimé qu'il soit encore plus personnalisable. Et toi, dis-moi, tu es plutôt menu unique ou menu séparé? Un autre point intéressant revient à la barre de recherche, qui passe en bas alors qu'elle était en haut jusque-là. C'est un bon point pour Samsung car plus facile d'accès. Tout semble plus réactif et visuellement plus cohérent. De plus, le nouvel agencement permet d'afficher plus d'applications sur l'écran. Mais ce n'est pas tout. One UI 7 apporte aussi de nouvelles options de personnalisation. Vous pouvez maintenant ajuster les couleurs, les polices, les icônes et même les dossiers. Cela permet de faire de votre smartphone un appareil vraiment unique. Il est maintenant possible d'agrandir un dossier sur 2 fois 2 cases et de cliquer directement sur les applications à l'intérieur. Ainsi, plus besoin d'ouvrir le dossier au préalable. Pratique, non? Enfin, No Bar et No Brief. No Bar reprend l'aspect esthétique de la Dynamic Island d'Apple, tout en lui donnant un côté encore plus pratique de par son positionnement. Dynamic Island nécessite en effet d'aller chercher tout en haut de l'écran lorsque No Bar est à portée de pouce. No Bar s'affiche de façon automatique lorsque cela est pertinent, pour afficher un minuteur, le contrôle du média en cours, ou encore la navigation GPS. No Brief, accessible directement via la No Bar le matin et le soir, ou à n'importe quel autre moment via le menu latéral, permet d'afficher le briefing de la journée à venir et le récap de la journée passée. Le matin, on aura la météo, le score de sommeil, les événements programmés dans la journée, ou encore une proposition de playlist pour se réveiller correctement. Tandis que le soir, on sera plutôt sur un bilan de l'activité physique, des exercices de méditation, mais aussi des choses plus étranges comme la météo de la nuit, ou des propositions de shorts. Alors certes, il faut l'activer manuellement, mais on saisit peu l'intérêt quand il est question de s'endormir. C'est même plutôt contre-productif. Et même si cette fonctionnalité peut paraître gadget au premier abord, je dois reconnaître que ça devient rapidement une petite routine satisfaisante. Et j'ai vraiment hâte que d'autres applications deviennent compatibles. Un exemple qui me vient en tête, l'intégration des réseaux sociaux. La fonctionnalité serait pour les créateurs de contenu d'avoir un bref récapitulatif de ces statistiques sur les différentes plateformes. Ou pour les spectateurs, des vidéos ou shorts de notre flux d'abonnement que nous aurions pu rater dans la journée ou la veille. En résumé, One UI 7 apporte une foule de nouveautés qui rendent le Galaxy S25 Ultra non seulement plus performant, mais aussi plus agréable à utiliser au quotidien. Une vraie avancée par rapport au S24 Ultra. En matière de réseau, en dehors du passage du Bluetooth 5.3 au 5.4, pas d'évolution depuis le S24 Ultra. En revanche, comme évoqué en introduction, ça reste une amélioration par rapport au Wi-Fi 6E du S23 Ultra. Et ça tombe bien car c'est justement mon ancien téléphone. Le Wi-Fi 7 doit apporter une latence plus faible et une meilleure bande passante. Rassure-toi, je ne compte pas t'assommer de données et valeurs dans tous les sens, on va faire ça bien. Avant de passer aux résultats, voyons un peu le protocole de test. Les deux smartphones ont été testés l'un après l'autre, d'abord à 1 mètre d'une Freebox Ultra, offrant un débit théorique de 8 gigabits par seconde, puis ensuite à 5 mètres de la Freebox, mais dans une pièce séparée par 2 murs.
Pour chacun de ces tests, un deuxième test a été réalisé en différé afin de confirmer le résultat obtenu et avoir une moyenne des deux. En effet, j'habite en appartement et selon l'horaire, nous ne sommes pas à l'abri des perturbations des réseaux voisins. Allons aux résultats. J'ai tout compilé dans un tableau pour que ce soit clair et concis. Ce qui est pratique, c'est que pour le test à 1 mètre, le résultat est rapide à lire. Le S25 Ultra et son Wi-Fi 7 apportent un gain de 33% sur le débit en téléchargement, en envoi de données et sur la latence. Passons donc tout de suite au test à 5 mètres. On remarque un gain au profit du S25 Ultra de plus de 50% en téléchargement et on monte même à 170% sur l'envoi. En revanche, concernant la latence, aucune différence n'est notable. On peut en conclure que l'apport du Wi-Fi 7 par rapport au Wi-Fi 6E est non négligeable, allant de 33 à 170% de performance en plus selon la distance. Bien, passons maintenant à l'autonomie. En termes de batterie, comme mentionné dans ma précédente vidéo, Samsung a été feignant et n'a apporté aucune modification, qu'il s'agisse de la capacité de la batterie de 5000 mAh ou de la puissance de recharge de 45 watts en filaire. En revanche, côté gestion de l'énergie, Samsung a intégré des algorithmes assistés par IA encore plus intelligents afin d'optimiser l'autonomie de la batterie. Ceci cumulé à un processeur moins énergivore. Par exemple, il peut réduire la consommation d'énergie des applications que l'on utilise rarement, ou augmenter les performances à un instant T lorsque cela est nécessaire. Alors, à l'usage, ai-je ressenti une différence ? Eh bien, après une journée complète, je suis à 30% de batterie restante, et le lendemain matin au réveil, sans aucune recharge pendant la nuit, je suis encore à 20%. Ceci avec un usage classique, du web, de l'écriture sur Google Docs, des échanges de messages, quelques vidéos YouTube et un peu de musique dans la journée. Et si on regarde le détail, on remarque que c'est surtout la fonction Always On Display qui consomme le plus, et c'est vrai que sur le S25 Ultra, j'ai demandé à ce que le fond d'écran reste allumé en permanence, ce qui n'était pas le cas sur mon ancien téléphone. C'est clairement une amélioration par rapport à mon S23 Ultra, mais faire la comparaison d'une batterie neuve avec une batterie ayant 2 ans d'ancienneté est toujours compliqué. Allez, embarquons dans le monde de l'IA. L'un des points forts du Galaxy S25 Ultra, c'est l'intelligence artificielle. Samsung a mis le paquet pour rendre ce smartphone encore plus intelligent et plus intuitif. Ainsi, Samsung reprend et peaufine des fonctionnalités clés de l'an dernier, comme la fonction interprète ou encore la fonction entourée pour chercher de Google, et pour les avoir testés, je dois reconnaître que c'est plutôt efficace. Mais comme il s'agit de fonctionnalités déjà introduites l'an dernier avec les S24, on pouvait s'y attendre. En revanche, j'ai testé la fonctionnalité de transcription IA sur l'enregistreur vocal, en lui faisant écouter l'un de mes shorts, puis en lui demandant de le retranscrire. Le résultat était à peine acceptable. L'IA mélangeait parfois 2 mots ensemble, ou inventait carrément des mots fictifs. Pas du tout probant, et je déconseille donc cette utilisation pour le moment. En revanche, la nouvelle fonctionnalité qui m'a le plus bluffé, c'est la gomme audio. Elle permet d'effacer le bruit de fond d'une vidéo, et 6 types de sons peuvent être détectés. La voix, la musique, le vent, la nature, la foule, et les bruits de fond. Passons à une démo. Actuellement, je parle sans bruit, et lorsque j'active un sèche-cheveux, ma voix est alors masquée. Mais si j'active la gomme, ma voix devient à nouveau audible. Si je pousse la fonction au maximum, ma voix peut cependant devenir un peu métallique. Pratique, mais pas magique. L'autotrim ensuite. Cette fonction de l'application Studio propose de couper plusieurs vidéos choisies au préalable pour en faire un montage pertinent à notre place. Fini le temps passé dans les montages. Du moins en théorie. C'est pourquoi j'ai décidé de tester cette fonction pour toi. Pour ce test, j'ai fourni 4 vidéos de balade en forêt avec ma chienne. Chaque vidéo fait 20 à 30 secondes et le sujet des vidéos est donc plutôt évident. Pourtant, je dois avouer que le résultat que tu vois maintenant à l'écran est plus que décevant. Comme tu peux le voir, la vidéo commence par un plan qui fait un tour à 360 degrés sans raison. Après quelques secondes, la vidéo se coupe et passe à un format horizontal, avant de revenir à nouveau sur un format vertical, avec 2 cuts à 1 seconde d'intervalle, surtout pour un plan sur un sentier vide. Bref, on est à 20 secondes de vidéo sur 40, je t'arrête le carnage, tu as compris l'idée. Niveau captation d'image, le mode optimisation de scène par IA analyse ce que l'on photographie et ajuste automatiquement les paramètres pour obtenir la meilleure photo possible. Que ce soit un paysage, un portrait ou même une délicieuse pizza. Bon, Samsung proposait déjà ce genre de fonction avant l'arrivée de l'IA. Ça donne le sentiment que tout est bon pour mettre en avant le recours à l'IA. Ne nous attardons pas sur cette fonctionnalité et passons à la suite. Pour la vidéo, le mode Super Steady utilise l'IA pour la stabilisation en mouvement. Plus besoin de trépied, le smartphone devient une véritable caméra professionnelle. Là encore, cette fonction existait déjà, mais elle semble effectivement améliorée. A noter que lorsque la fonction est active, la résolution maximale de la vidéo n'est plus de la 4K, mais de la Quad HD. Pour rappel, c'est plus de moitié moins de pixels.
Samsung pousse encore son assistant vocal IA Bixby. Il est maintenant plus réactif et comprend mieux nos demandes. On peut lui demander de lancer des applications ou régler des alarmes, et même de nous donner des recommandations personnalisées. Mais honnêtement, qui utilise encore le mal-aimé Bixby lorsque l'on peut utiliser l'assistant Gemini de Google ? En parlant de Gemini, Samsung intègre dorénavant l'assistant avec un appui prolongé sur le bouton Power. Actuellement, cela permet d'accéder à Gemini 1.5 et Samsung offre par ailleurs 6 mois d'abonnement à Gemini Advanced, qui propose entre autres d'accéder à Gemini 2.0. L'abonnement intègre également une version 2.0 expérimentale qui permet de faire des requêtes incluant YouTube, Maps et la recherche web. C'est une vraie évolution par rapport aux générations précédentes. La seule fois où j'ai testé n'a pas été concluante, et comme c'est bien indiqué que c'est expérimental, je n'ai pas poussé l'expérience plus loin. En résumé, l'IA du Galaxy S25 Ultra transforme notre manière d'utiliser un smartphone, ça devient maintenant un véritable assistant personnel qui s'adapte à nos besoins et à nos habitudes. Bon, et qu'est-ce que j'en pense du coup ? Tout d'abord, un petit disclaimer sur le volet photo que je n'ai pas encore eu le temps de tester de façon poussée. De plus, je trouve que l'appréciation d'une photo est quelque chose de très subjectif, et enfin d'autres médias ou youtubeurs ont plus de moyens que moi pour proposer des comparatifs avec d'autres appareils. Par conséquent, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à partager la vidéo. Cela contribue énormément au développement et à la crédibilité de la chaîne. Bien, je trouve que le téléphone excelle dans presque tous les domaines, et peaufine une recette déjà bien rodée. Malgré une poignée de défauts mineurs tels que la vitesse de charge maximale ou une IA perfectible, il est léger, facile à prendre en main, hyper polyvalent et ultra puissant. Je dois reconnaître que c'est un régal à utiliser au quotidien. Le prix de départ de 1472 € est-il justifié ? Non, clairement pas. En revanche, comme il se trouve déjà à partir de 1163 € sur la Fnac, ou qu'il s'accompagne de bonus de précommande comme 200 € de réduction, un bonus de reprise, 10% supplémentaire sur l'application Samsung, un stockage doublé et une montre offerte, là, oui. À titre personnel, je l'ai touché à 1024 € sur le site de Samsung, avant revente de la montre offerte et de mon ancien téléphone. Allez, je vous partage en bonus ma petite technique de rat. J'ai acheté un Samsung A17 à 30 € sur le Bon Coin pour le faire reprendre 100 € par Samsung. C'est clairement plus intéressant que de faire reprendre son ancien mobile à vil prix. Ancien mobile que l'on peut ensuite revendre à un particulier pour un tarif souvent équivalent à l'offre de reprise proposée par Samsung. Bonus inclus. Une fois qu'on a dit tout ça, l'offre est clairement valable par rapport à ce que propose la concurrence. Bon, la gamme des S25 vient tout juste de sortir et nous avons déjà des infos sur les S26 qui sortiront l'an prochain. Alors voyons ça ensemble. On sait déjà que Samsung souhaiterait changer de type de batterie en passant à du silicium carbone, chose que propose déjà le Mi 11 Ultra. Certaines rumeurs parlent d'une augmentation jusqu'à 6 ou 7000 mAh, mais il est plus probable que la capacité soit aux alentours de 5500, soit 10% de plus. Le processeur serait le successeur du Snapdragon 8 Elite, et l'on a peu d'infos sur ses performances et son efficience à l'heure actuelle. Les premières rumeurs évoquent une caméra frontale sous l'écran, ce serait une belle avancée si cela ne nuit pas à la qualité des photos et vidéos. Enfin, le capteur du téléobjectif passerait de 50 à 200 mégapixels, de quoi faire des photos longue distance incroyables. C'était l'IRAD, à bientôt mes petites moustaches.